Bien, bonsoir à tous et à toutes. Il ne faut surtout pas oublier le à toutes, spécialement ce soir, puisque il ne faut pas oublier que l'humanité est divisée en deux sexes et qu'il y a des êtres humains et des êtres humaines. J'ai le plaisir de vous présenter Camille Froidevaux-Métry, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Champagne-Ardenne, à Reims, et membre de l'Institut universitaire de France. Ma collègue Camille Froidevaux-Métry travaille depuis quelques années sur la condition féminine, comme en atteste d'ailleurs son dernier ouvrage qui est paru aux éditions Gallimard en 2015 et qui s'intitule « La révolution du féminin ». Alors c'est un livre passionnant que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ces derniers jours, et j'y vois, disons, Camille va nous l'expliquer bien mieux que moi tout au long de sa conférence, j'ai le sentiment qu'elle a essayé de concilier deux logiques apparemment contradictoires dans ce travail universitaire. La première logique, c'est la logique du droit, la logique de l'abstraction. C'est-à-dire que Camille Froidevaux-Métry approuve bien entendu et fort heureusement l'égalité entre les hommes et les femmes, mais cette égalité homme-femme, bien entendu, elle n'est que postulée par le droit. Elle a été bien entendu acquise et conquise de haute lutte par des législations, par des réformes. Elle est maintenant gravée dans le marbre du droit positif. Elle est inscrite dans des lois. Mais, comme on le sait, le droit, c'est de la fiction, c'est de l'abstraction, c'est de la convention, c'est du formalisme. Alors, j'entends bien que depuis environ le début des années 70, on peut constater que dans les faits, la condition de la femme est égale et s'est rapprochée de la condition de l'homme, mais disons que la démarcation, la sacro-sainte démarcation entre les fonctions qui relèvent de la politique, de l'intérêt général, dont les hommes auraient le monopole, et puis celle de la domesticité et de l'intime dans lesquelles seraient cantonnées les femmes, cette démarcation, maintenant, elle a volé en éclats, et c'est vrai que dans les faits, il y a bel et bien un rapprochement entre les deux conditions. Mais rien n'est gagné, il y a encore des progrès à faire, et c'est la raison pour laquelle je serais tenté de dire que le principe d'égalité homme-femme, ça reste un principe abstrait. Et c'est un principe qui a été formulé au nom de l'universalisme des droits de l'homme et de notre pacte républicain. Mais il y a une autre logique qui est apparemment contradictoire à la première, qui n'est pas la logique du droit, qui n'est pas la logique de l'abstraction, qui est la logique de la nature, qui est la logique naturaliste. C'est-à-dire que quand bien même il y a un universalisme et un principe d'égalité homme-femme, qui encore une fois est un principe formel, il y a quand même aussi des faits, et la femme n'est pas, elle est l'égale de l'homme, mais elle est différente de l'homme. Disons que égalité, oui, mais identité, non. Et en effet, les femmes sont des sujets ancrés, sont des sujets situés, sont des sujets sexués, comme le dit Camille Froidevaux-Métry dans son ouvrage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la femme oublie qu'elle a un corps différent de l'homme, et tout ce travail a été un petit peu préparé disons, à l'encontre d'un discours féministe radical qui considère que la femme doit oublier qu'elle a un corps et qu'elle est non seulement l'égale de l'homme, mais elle est comme les hommes. Et de sorte que, depuis la nuit des temps, on constate une sorte d'évolution un peu paradoxale dont ont souffert les femmes, c'est-à-dire qu'autant où la femme n'était pas l'égale de l'homme, elle était réduite à sa corporéité, elle était réduite à son corps, elle était un ventre, destinée à perpétuer l'espèce, elle était chosifiée. Et maintenant qu'elle est l'égale de l'homme, on l'inviterait, mais en tout cas ce sont les tenants d'un discours radical, on l'inviterait à oublier qu'elle a un corps et qu'elle est comme l'homme. Et c'est contre cette tendance radicale, c'est contre ce principe d'indifférenciation que Camille Froidevaux-Métry lutte dans ses travaux. Autrement dit, oui à l'universalisme, dit-elle, mais non à l'indifférenciation, non à l'indistinction. À tel point qu'il y a une phrase que j'ai repérée dans l'introduction et qui me semble un petit peu être annonciatrice de tout le travail qu'elle réalise par la suite, qui est la suivante. Pourquoi, après n'avoir été que des corps, les femmes doivent-elles vivre aujourd'hui comme si elles n'en avaient pas ? Autrement dit, oui à l'universalisme, non à la distinction. Il me semble que dans cette phrase réside toute la tension paradoxale
et modératrice, hein, qui est celle de notre collègue ce soir, et qui honore l'esprit critique que nous cherchons à entretenir tout au long de ces conférences. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes tout à fait légitime à en prononcer une ce soir, ce que je vous invite à faire dès maintenant, et c'est pour ça que je vais m'éclipser. Je vous remercie, et je remercie la ville de Montpellier, et spécifiquement Régis Penalva, de m'avoir invité. Je suis très heureuse de vous présenter mes travaux ce soir. Je vais partir d'un événement tout à fait contemporain, qui est le mouvement de la Nuit debout, qui a commencé à Paris, comme vous le savez, le 31 mars, et qui se développe à Montpellier. J'ai vu à l'instant quelques premiers rassemblements au kiosque Bosc. Ce mouvement m'intéresse parce que il n'est pas seulement l'expression d'un profond rejet de la politique gouvernementale, c'est aussi, bien sûr, l'incarnation d'une aspiration bien plus large, une aspiration à redéfinir le commun. Nous subissons depuis quelques décennies une série d'évolutions qui nous enjoignent, en effet, à une réflexion renouvelée sur les conditions du vivre ensemble. C'est la mondialisation néolibérale et tous les exclus qu'elle entraîne dans son sillage, c'est la crise de confiance dans nos dirigeants et l'apathie citoyenne qui l'accompagne, c'est la déflagration de l'islamisme terroriste et la crispation identitaire qui s'ensuit, c'est aussi la redéfinition numérique, pourrait-on dire, des relations entre les individus. Toutes ces évolutions nous produisent une profonde reconfiguration de nos existences, tant au niveau individuel d'ailleurs que collectif. La question qui se pose à nous, c'est comment comprendre ce nouveau monde commun, quelles en sont les frontières, doit-il s'arrêter à l'humain ou s'étendre au vivant par exemple, quels sont les liens qui unissent les entités qui composent ce nouveau monde, est-ce que nous sommes dans une logique de communauté ou alors est-ce que c'est vraiment le primat de la singularité individuelle, quel concept aussi mobiliser pour le penser, est-ce que le concept d'universel fait encore sens, comment fonder politiquement ce monde commun, quelles expérimentations sociales, enfin, devons-nous imaginer pour inscrire ces nouvelles formes de vivre ensemble dans une dynamique de changement. Je contribue, pour ma part, à cette réflexion sur un versant tout à fait spécifique, qui est celui des recompositions des relations entre les femmes et les hommes, qui est celui aussi d'une réflexion sur l'inédit des conditions féminines et masculines contemporaines. Parmi les mutations qui sont à l'œuvre, en effet, la mutation anthropologique ne me semble pas être la moindre. Je veux dire par là que ce que c'est que d'être une femme ou ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui n'a rigoureusement plus rien à voir avec ce que cela recouvrait il y a encore 3 ou 4 décennies. Et c'est cette mutation, cette révolution que je m'efforce de saisir. Pour le dire tout de suite, en un mot, ma thèse est la suivante. Je crois que nous sommes entrés dans l'ère de la désexualisation du monde, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la disparition progressive de ce partage sexué qui prévalait depuis l'Antiquité entre une sphère privée féminine et une sphère publique masculine. Et l'évanouissement de cette division sexuée du monde va de pair, je crois, avec l'avènement d'une nouvelle condition humaine, une condition générique, c'est-à-dire indistincte du point de vue des sexes, une condition surtout dont il se trouve que ce sont les femmes qui fournissent aujourd'hui le modèle. Alors j'articule ma présentation en trois moments. Je montrerai d'abord comment les théoriciennes féministes de la deuxième vague ont mis un terme à des siècles d'exclusive masculine du pouvoir, puisqu'elles ont remis en cause l'enfermement des femmes dans des rôles et dans des fonctions assignées, et qu'elles ont par là même fait advenir ce nouveau monde commun que j'évoquais, qui se caractérise comme un nouveau monde désexualisé donc, et aussi déhiérarchisé. C'est sur le fond de ce cadre d'ensemble que je montrerai ensuite comment la condition féminine s'est trouvée profondément redéfinie. Elle est une condition désormais duale qui fait des femmes des individus simultanément et indissolublement publics et privés. Et je montrerai aussi comment cette nouvelle condition duale en vient à concerner les hommes tout autant, qui sont en passe de devenir peu à peu des femmes comme les autres. Je caractérise ce mouvement comme un mouvement de convergence des genres, dont j'essaierai de montrer ce qu'il recouvre exactement.
Et c'est à partir de là que, dans un troisième moment, je montrerai enfin en quoi la fin des assignations genrées, c'est-à-dire à la fois donc ce double mouvement de féminisation du social et de masculinisation de l'intime qui recouvre la convergence des genres, en quoi cette fin des assignations genrées ne signifie pas pour autant donc l'indifférenciation généralisée des individus. Je crois que c'est précisément dans le cadre d'un monde désexualisé qu'il devient nécessaire de réfléchir au devenir sexué des femmes et des hommes, c'est-à-dire de penser la dimension incarnée de leurs existences. C'est sur ce terrain de la corporéité que se nouent, je crois, certains des principaux défis auxquels les individus des deux sexes sont aujourd'hui confrontés. Comment donc le féminisme a mis un terme à la division sexuée du monde après des siècles de pensée politique, hiérarchique et inégalitaire? Le schème traditionnel qui prévalait depuis les origines antiques, ce schème qui divise le monde donc entre une sphère privée féminine et une sphère publique masculine, s'enracinait depuis Aristote dans un argument qui a été repris après lui inlassablement par tous les penseurs du politique, un argument fonctionnaliste qui fait de la spécificité procréatrice des femmes le socle d'une vie définie comme étant inférieure en son essence à la vie publique, qui est l'apanage des hommes. C'est ainsi qu'une tradition multiséculaire s'est enracinée. Aux femmes, dans le privé, la charge d'assurer la survie de la collectivité par le renouvellement des générations. Aux acteurs du public, les hommes citoyens, la responsabilité supérieure de déterminer les lois qui régissent la cité. Alors il se trouve que ce partage sexué a traversé les siècles par-delà même la rupture moderne. Et c'est un point qui n'est pas si souvent que cela repéré. L'idéal patriarcal que recouvre cette division sexuée du monde, ce partage des tâches, l'idéal patriarcal a survécu à toutes les inflexions théoriques de la philosophie politique, les penseurs de la modernité démocratique, oubliant, négligeant de tirer toutes les conséquences des principes d'égalité et de liberté qu'ils érigeaient pourtant en droit humain. Et pire encore, si je puis dire, l'enfermement domestique des femmes s'est trouvé, avec les penseurs modernes, redéfini dans une perspective nouvelle, cet enfermement étant caractérisé comme une précondition à l'avènement de l'ordre démocratique. Alors pour illustrer cette redéfinition moderne de l'enfermement féminin, je citerai simplement Rousseau, le plus célèbre sans doute des penseurs de la modernité démocratique, qui fait de l'existence d'une sphère privée vertueuse au sein de laquelle les femmes fidèles et tempérantes élèvent leurs enfants dans le respect des valeurs communes, la condition de l'existence libre et autonome, celle-ci, des hommes. Autrement dit, pour dire les choses très simplement, chez Rousseau, la société démocratique exige la famille patriarcale. La liberté publique des uns, les hommes, n'est en fait possible que par l'asservissement privé des autres, les femmes. Si bien que, si l'on applique le prisme du féminin à l'histoire de la pensée politique moderne, le grand tournant n'est pas du tout le tournant des 18 et 19e siècles, le tournant contractualiste et libéral. Il est bien postérieur, puisqu'il revient en fait aux théoriciennes féministes de la deuxième vague, donc dans les années 1970, d'avoir fait enfin entrer les femmes dans l'ère égalitaire moderne. En affirmant que le privé est politique, l'un des fameux slogans de cette révolution féministe, elles ont attaqué les bases phallocentrées de la société et initié donc un puissant mouvement, et j'ajoute même un mouvement irrésistible, de libération des femmes. Ce processus s'est enclenché à la faveur d'un immense bouleversement qu'est la révolution procréatrice. En accédant à la contraception et à l'avortement, dans les années 70, les femmes ont acquis un pouvoir tout à fait inédit sur leur corps qui a changé en profondeur leur existence. La maternité avait été pendant des siècles, des millénaires, un horizon pour les femmes à la fois inesquivable et même exclusif. Elle devient, à partir de ce tournant de la révolution procréatrice, une simple potentialité. Du coup, sur le plan individuel, les femmes vont se trouver en position de mener une existence aussi libre que celle des hommes, c'est-à-dire une existence éventuellement débarrassée de la maternité.
Ce contrôle de la nature procréatrice était en quelque sorte un préalable indispensable à la grande révolution féministe qui s'est jouée, et c'est l'axe plus théorique de cette révolution, sur le projet d'un affranchissement des femmes vis-à-vis des liens patriarcaux. Alors, dans les années 70, peut-être certaines d'entre vous les ont connues, le foisonnement féministe a produit un certain nombre de versions, en quelque sorte, de ce projet d'affranchissement des femmes. Des versions différentes, des versions même parfois contradictoires, voire très conflictuelles les unes vis-à-vis des autres. La version radicale proposait un modèle utopique, le modèle d'une société où les femmes seraient définitivement débarrassées de la contrainte biologique et même délivrées des obligations associées à l'hétérosexualité obligatoire, délivrées de cette hétérosexualité obligatoire par le choix quasi politique de l'homosexualité. C'est la position de Shulamit Firestone aux États-Unis ou en France de Monique Wittig. Version marxiste ou matérialiste de ce projet d'affranchissement, il s'agit alors de faire disparaître le sexage qui fait de chaque femme une chose possédée et de toutes les femmes une classe appropriée par la classe des hommes. Position de l'anthropologue Guillaumin en France ou de Christine Delphi. Mais il y a aussi une version libérale du projet féministe, une version qui propose de refondre le mariage, ce contrat paradigmatique entre inégaux, synonyme de vulnérabilité et de centralité du maternel dans l'existence féminine, le repenser d'une part et puis permettre aussi aux femmes d'accéder aux positions sociales, et notamment dans la sphère professionnelle, qui sont celles des hommes, un libéralisme féminisme incarné par exemple par Betty Friedan. Quatrième grand courant, le dernier, bon, je schématise un peu bien sûr, mais c'est ce qu'on peut repérer de façon assez commode, la version psychanalytique qui va d'une part révéler la capacité des hommes à partager avec les femmes la responsabilité du maternage et qui va également, dans une version plus exaltée en quelque sorte, mettre l'accent sur la puissance et la spécificité de celles qui produisent du vivant parlant. Je reprends là une expression d'Antoinette Fouque. Mais quoi qu'il en soit de leurs différences, et quoi qu'il en soit aussi des arguments mobilisés pour défendre le projet d'émancipation des femmes, il s'agit dans tous les cas de redéfinir la vie domestique comme un lieu de pouvoir et d'extirper les femmes de ce lieu de pouvoir. En définissant donc cet objectif, les féministes de la deuxième vague vont contribuer à redéfinir de façon assez profonde la famille elle-même. Dans la version traditionnelle, la famille, petite unité domestique traditionnelle, avait pour fonction de produire, à la fois biologiquement et culturellement, des êtres pour la société, des êtres sociaux. Et dans ce cadre-là, le père pouvait alors être considéré comme une sorte de magistrat public. Dans la famille d'après la révolution féministe, dans la famille redéfinie comme le lieu de relations à la fois libres et égalitaires entre les êtres, le père ne peut plus prétendre à ce rôle de chef de famille, puisqu'il se présente désormais comme un simple associé au sein du couple. En conséquence de quoi, la famille se trouve délestée de sa fonction sociale et s'isole en quelque sorte dans la sphère sociale comme un domaine à part, comme le domaine de l'intime. S'opère donc un mouvement de dédoublement en quelque sorte. Vous vous souvenez, l'ancienne sphère privée féminine, sphère publique masculine. La sphère privée en fait se dédouble en une sphère de l'intime affectif, donc la sphère de la vie familiale, et une sphère du privé social qui renvoie au monde du travail et aussi à la société civile. Et ce dédoublement, évidemment, remet en question le principe de la séparation privée-publique, puisqu'il produit en fait un profond remaniement des ordres de l'existence. Ce ne sont plus deux ordres séparés, hiérarchisés, le privé et le public, qui s'ordonnent, mais bien trois, donc l'intime affectif, le privé social, et puis toujours la sphère publique politique. Et l'immense nouveauté de ce réordonnancement tripartite, c'est que, en son sein, et les femmes et les hommes possèdent la même légitimité et peuvent même nourrir les mêmes aspirations. C'est-à-dire qu'après des siècles d'enfermement dans des rôles familiaux ou dans des fonctions sociales selon le sexe, le monde commun tripartite issu de la révolution féministe s'affirme progressivement, nous n'y sommes pas, comme un monde à la fois mixte et neutre,
du point de vue du genre. Et voilà comment, en luttant pour que les femmes s'extirpent de leur enfermement domestique et en luttant aussi pour qu'elles s'affranchissent de leur nature procréatrice, les féministes de la deuxième vague ont initié ce mouvement donc de désexualisation du monde, c'est-à-dire de disparition des anciennes assignations sexuées ou genrées. Et il leur revient donc à elles d'avoir en quelque sorte parachevé le projet moderne de l'égalité et de la liberté individuelle. Mais la mutation à l'œuvre est à la fois collective, ce que je viens de décrire, un nouveau schéma du vivre ensemble, et individuel. Sur le plan collectif, plus aucun ordre d'existence ne se trouve réservé à un sexe. Sur le plan individuel, et c'est ce que je vais développer maintenant, les conditions féminines et masculines se trouvent profondément transformées, tellement profondément qu'on peut, je crois, parler véritablement d'une mutation anthropologique. Jusqu'à la rupture de l'émancipation, jusqu'à la rupture de la révolution féministe, de la deuxième vague, les femmes n'étaient en quelque sorte que des femmes, c'est-à-dire qu'elles étaient définies par leur nature biologique d'être procréateurs. La deuxième vague féministe, je viens de le montrer rapidement, a permis qu'elles deviennent des hommes comme les autres, en produisant donc un mouvement de féminisation de la sphère sociale et du monde du travail, mais aussi en activant de façon irrévocable la revendication par les femmes de se voir redéfinies dans les termes neutres et universels de l'égalité et de la liberté. Les femmes, pour le dire simplement, sont devenues des individus de droit. Mais, et c'est un point dans ma perspective important, ce mouvement a obéi à une logique cumulative. Parce qu'en investissant massivement la sphère sociale et la sphère publique, les femmes n'ont pas pour autant claqué la porte de leur maison. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas tourné le dos à la fois aux charges, mais aussi aux gratifications de la sphère intime, et qu'elles ont assuré de front à la fois les exigences de leur vie privée, familiale, et puis leurs nouvelles contraintes et aspirations professionnelles. L'image souvent mobilisée de la double journée pour illustrer la difficulté que les femmes rencontrent justement pour concilier ces deux volets de leur existence, cette image en fait signale bien plus que des problèmes d'emploi du temps. Elle renvoie en fait à une dualité plus profonde. C'est la condition féminine contemporaine elle-même qui est duale. Toute femme est à la fois un individu abstrait, un individu de droit, engagé dans l'espace privé du social comme dans l'espace public de la citoyenneté, et un sujet concret inclus dans l'espace intime des relations affectives et familiales. Or, je l'ai un peu annoncé dans mon introduction, cette dualité de la condition féminine contemporaine me semble en passe de devenir en quelque sorte le modèle de toute condition, et donc aussi de la condition masculine. Alors évidemment pas sur le plan des statistiques, ni des données sociologiques, parce que ce n'est pas le plan sur lequel je me place. Ma perspective, c'est en fait d'observer le mouvement dans lequel nous sommes entraînés, c'est en fait d'essayer de décrire l'horizon qui est le nôtre, par-delà les chiffres et même par-delà les quelques contre-exemples que l'on pourrait opposer à ma présentation. Et l'horizon que j'essaye de décrire, l'horizon qui est le nôtre, donc, c'est celui de la convergence des genres. Certaines féministes, arc-boutées parfois qu'elles sont sur la dénonciation de la domination masculine, ne voient pas précisément que les hommes sont en train d'apprendre des femmes que la sphère de la vie intime, affective et familiale constitue un lieu d'épanouissement légitime et gratifiant. Elles ne voient pas que les hommes sont eux aussi, conjointement, des individus de droit et des sujets concrets. Alors, des individus de droit abstraits et universels, ils le sont quasiment depuis toujours. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils se découvrent dans leur dimension de sujets incarnés et sexués, concernés et même requis par les problématiques associées à la vie intime. La meilleure illustration, je crois, de ce mouvement de convergence des genres regarde les transformations qui affectent aujourd'hui à la fois la procréation et la parentalité. Depuis toujours, les femmes peuvent avoir des enfants sans père. C'était même le drame de leur ancienne condition. Longtemps, les enfants sont nés, qu'elles le veuillent ou non. Aujourd'hui, les avancées, à la fois scientifiques et juridiques, peuvent autoriser les hommes
à avoir des enfants sans mère. Aujourd'hui, le désir d'enfant peut s'affirmer en dehors de toute maternité effective. C'est un double bouleversement, un profond bouleversement. Du côté des femmes, c'est la possibilité d'ajourner indéfiniment la grossesse. C'est la possibilité de dire le non-désir d'enfant et même d'assumer socialement, même si c'est difficile, la non-maternité. Je crois que c'est là l'ultime libération, celle qui permet aux femmes de faire ce choix inouï, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, celui de ne pas avoir d'enfant du tout. Du côté des hommes, il devient possible donc d'initier un projet parental, seul ou en couple homosexuel. Les débats et les controverses assez vives qui entourent aujourd'hui les questions de procréation médicalement assistée, et notamment la question de la gestation pour autrui, renvoient à cette évolution majeure qui fait qu'aujourd'hui, les bébés ne naissent plus nécessairement de leur mère, mais du désir d'une ou de deux personnes non nécessairement génitrices, voire même de 3 ou 4 personnes dans le cadre de projets parentaux entre couples homosexuels croisés. On entre là, je crois, dans une logique de déféminisation de la procréation. Les femmes ne supportent plus seules la responsabilité du renouvellement des générations. Et cette déféminisation de la procréation va de pair, je crois, avec un mouvement, et ce n'est pas contradictoire, de masculinisation de l'intime, par lequel la sphère domestique devient, progressivement, une fois encore, une sphère de compétences partagées et un espace d'égalité commun aux femmes et aux hommes. Alors, j'entends celles et ceux parmi vous qui pensent très très fort que les tâches domestiques sont encore majoritairement assumées par les femmes, et évidemment, vous n'avez pas tort, mais une fois encore, ce qui m'importe, c'est, derrière certaines évidences statistiques, la direction, c'est-à-dire la tendance dans laquelle nous sommes entraînés. Et il y a, je crois, par ailleurs, un certain nombre d'indicateurs qui me permettent d'affirmer que nous vivons bel et bien ce mouvement de masculinisation de l'intime. Par exemple, l'objectif d'une meilleure répartition des obligations familiales est aujourd'hui au cœur des politiques en faveur de l'égalité entre les sexes. C'est-à-dire qu'on intègre de plus en plus les hommes dans la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'équilibre des temps. Un exemple récent, l'exemple de la réforme du régime québécois qui a tout à fait récemment accordé aux pères un congé de paternité réservé de 5 semaines. Non transférables aux mères, donc, et leur permettant d'être dédommagés à hauteur de 70% de leur salaire. Et on observe que depuis cette mesure, 80% des jeunes pères québécois prennent ces 5 semaines, et d'ailleurs même qu'ils les ajoutent à des semaines de congés partagés avec les mères, si bien qu'aujourd'hui, on est à une durée moyenne de 10 semaines de congés de paternité pour les Québécois, qui, à côté des quelques 11 jours des pères français, enfin, plutôt les 11 jours ne font pas tellement le poids à côté de cet avantage. On sait aussi, les enquêtes récentes l'ont montré, qu'au sein des jeunes couples, c'est-à-dire des gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans, se développent des conceptions tout à fait inédites, relatives notamment au parcours professionnel. C'est le principe du chacun son tour. On conçoit dans un jeune couple que pendant 5 ans, par exemple, ce sont les projets professionnels de la femme qui vont l'emporter, et puis les 5 années suivantes, ce seront ceux de l'homme. Ce type de conception renouvelée de la vie conjugale va de pair aussi avec une conception renouvelée de la paternité, qui se traduit par une implication tout à fait inédite et nouvelle des pères dans le soin aux enfants. Pour le dire d'un mot, les rôles familiaux en viennent à être conçus dans une relative indistinction sexuée. Alors, j'ai bien conscience que ces évolutions ne concernent à ce jour que des individus qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures de la société, des classes urbaines par ailleurs éduquées. Mais je crois qu'on peut dire que l'histoire l'a montré suffisamment souvent, les grandes mutations sont quasi systématiquement initiées par des minorités et même par des élites qui entraînent ensuite dans leur sillage l'ensemble de la société. Tout ça pour dire que je ne m'interdis pas donc d'affirmer que la condition masculine connaît une mutation d'ampleur, une mutation qui est aussi importante que celle qui a concerné les femmes il y a quelques décennies. L'aspiration féminine, donc, à l'harmonisation des 2 dimensions de leur existence, privée et sociale, constitue, je crois, désormais un idéal pour tous les sexes. Et parce qu'elles ont expérimenté en pionnières cette dualité de leurs conditions, les femmes incarnent un modèle d'humanité inédit à l'échelle historique, le modèle de celle que j'appelle donc l'être humaine, celui d'un individu qui conjugue une participation pleinement légitime
à la vie sociale, notamment par l'implication professionnelle, et par ailleurs la volonté de ne rien sacrifier des gratifications liées à l'existence intime. Or, ce que j'observe, notamment dans le champ féministe aujourd'hui, c'est que bien souvent on ne réfléchit la condition féminine que sur son versant abstrait, celui qui fait des femmes de purs individus de droit. Alors cette réflexion est absolument nécessaire, bien évidemment. J'ai absolument conscience des combats nombreux qu'il reste à mener. Il faut, dans tous les cas, rester vigilant sur ces luttes féministes. Mais le fait de se concentrer sur ce versant abstrait de la condition féminine contemporaine produit, à mon sens, un curieux escamotage qui est dommageable dans une perspective féministe. On en arrive à faire, en réalité, comme si les femmes n'avaient pas de corps. Ou alors, quand on considère le corps des femmes, parce que bien des féministes le font, bien évidemment, il s'agit toujours d'un corps aliéné, violenté, opprimé, bref, d'un corps caractérisé comme étant le lieu par excellence de la domination masculine. Alors, cette dévalorisation ou cette appréhension négative du corps des femmes doit se saisir dans le sillage de la deuxième vague féministe. Le corps féminin était bel et bien le marqueur de la condition mineure et subordonnée des femmes. C'était le corps des mères, des épouses qui se mettaient au service du bien-être quotidien de leurs épouses. C'était le corps des mères, justement, qui nourrissaient, portaient leurs enfants. Et puis aussi le corps des amantes qui se faisaient objet du désir des hommes. Voilà pourquoi la lutte féministe a porté cette dévalorisation du corps des femmes, celui-ci étant en quelque sorte synonyme d'un acquiescement à la hiérarchie des sexes. Alors, si cette position était à la fois concevable et nécessaire au regard de la situation qui était celle des femmes dans les années 70, on peut s'étonner, en tout cas moi je m'étonne, qu'elle se perpétue dans l'âge de l'émancipation et que les thématiques associées à la corporéité féminine soient considérées comme autant de vestiges de la soumission des femmes à l'ordre phallocentré. Il y a parfois comme une obsession qui consiste à vouloir à tout prix délivrer les femmes de tout ce qui les ramène à leur corps et qui les assujettit pour les faire accéder enfin au statut moderne d'être libre et égal. Cette obsession, on la trouve par exemple dans les travaux de quelqu'un comme Elisabeth Badinter, obsédée à dénoncer ce qu'elle appelle le maternalisme naturaliste, qui fait du bébé, je la cite, le meilleur allié de la domination masculine. Je crois que en se focalisant donc sur le versant abstrait et universel de la condition féminine, on oublie que cette soi-disant universalité n'est en rien synonyme de neutralité, puisqu'elle renvoie au modèle masculin de l'individu de droit, soit cette version amputée de l'individu moderne qui ne lui reconnaît de substance que sur le versant social de son existence. Je crois pour ma part que la désexualisation du monde, la convergence des genres, n'est pas synonyme de neutralisation ou d'indifférenciation. Autrement dit, la désexualisation n'est pas, si je peux me permettre cette petite subtilité de langage, n'est pas désexuation. Les préoccupations associées à l'expérience, à l'existence incarnée, c'est-à-dire tout ce qui renvoie aux relations amoureuses et conjugales, à la maternité, mais aussi aux soucis qu'ont les femmes de leur corps, ces préoccupations les concernent encore au plus haut point, comme elles concernent d'ailleurs aussi les hommes. Disons que c'est un petit peu un autre sujet. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes sortis, et fort heureusement sortis de la condition domestique, qu'il faut continuer d'assimiler les dimensions intimes de la vie des femmes à des facteurs d'asservissement. Et je me propose donc de les saisir dans une perspective féministe et positive. Alors, ma démarche se heurte d'emblée à quelques obstacles théoriques, et notamment, elle prête le flanc assez vite à la condamnation qui pèse sur celle qui entreprend, comme moi, de penser le corps féminin. L'envisager de façon positive, comme un lieu de réalisation possible de la liberté conquise par les femmes, ce serait redonner du crédit au biologique, donc à la prétendue nature de la femme. Le terme de nature ne m'est pas familier, je préfère le rejeter, donc aussi à son ancienne condition domestique. Et donc ce serait versé dans le différentialisme, l'essentialisme, c'est-à-dire aussi dans l'antiféminisme, puisque aujourd'hui, notamment en France, différentialisme et antiféminisme sont devenus quasiment synonymes. En réalité, je crois que ce reproche que l'on m'adresse, parce que cela arrive, est non seulement
infondée, mais pire encore, me paraît totalement obsolète. Le vis-à-vis, l'opposition conflictuelle entre l'universalisme neutralisant d'un côté et l'essentialisme particularisant de l'autre ne fait plus sens. L'assimilation abstraite des individus des deux sexes d'un côté et la valorisation concrète de la spécificité féminine, en fait, se rejoignent et d'une certaine façon se neutralisent dans l'avènement de celle que j'appelle donc la femme contemporaine, cette femme duale qui combine un statut abstrait d'individu de droit et une condition concrète de sujet sexué. C'est pourquoi je m'efforce d'engager une réflexion féministe qui réintègre la dimension corporelle pour répondre à la nécessité d'envisager cet autre aspect de l'émancipation que constitue pour les femmes le fait de s'éprouver comme des sujets incarnés et libres. J'aborde cette question du corps dans les termes d'une expérience du féminin. Ce que je cherche à comprendre, en fait, c'est comment les femmes vivent depuis qu'elles sont devenues des individus de droit affranchis du joug de la nature. Ce qui m'intéresse, donc, c'est de redonner du crédit à la dimension incarnée de l'existence féminine afin d'ouvrir une réflexion, je le disais positive, mais aussi d'une certaine façon apaisée, sur ces problématiques quotidiennes que constituent la vie amoureuse et sexuelle, la maternité et le souci du corps. Alors, cette condition incarnée, je le disais, je l'aborde dans les termes de l'expérience. C'est une notion que j'emprunte à la phénoménologie, un courant philosophique sur lequel, je vous rassure, je ne vais pas m'étendre, mais quelques mots simplement, un courant qui considère la facticité de toute existence, c'est-à-dire qui valorise les sens et la chair, et qui rend possible surtout une réflexion qui réinstalle l'homme, et donc la femme, dans son corps et dans le monde. L'un des postulats principaux de la phénoménologie, c'est de dire que toute pensée, toute philosophie est nécessairement à la fois située dans le temps donc, et incarnée. Et à partir de ce postulat de la situation et de l'incarnation, la phénoménologie autorise à réfléchir à partir de sa propre situation et de sa propre incarnation. Et c'est donc ce que j'essaye de faire en interrogeant ce qu'est l'expérience vécue des femmes en partant du point de vue subjectif qui est le mien. J'assume donc la position qui est la mienne et qui n'est pas la position de toutes les femmes. Je l'assume d'ailleurs comme toutes les féministes avant moi l'ont fait, c'est-à-dire en prenant en compte leurs propres particularités. Et donc, à partir de cette position d'où je parle, j'explore l'expérience du féminin comprise comme expérience de 4 dimensions que sont l'espace, le temps, l'image et la socialité. Je ne vais pas les explorer toutes ce soir, peut-être me concentrer sur 2 d'entre elles, l'expérience féminine du temps et l'expérience féminine de l'image qui me paraissent peut-être présenter le mieux ce que peut être le projet que je porte, le projet donc d'une phénoménologie du féminin. L'expérience féminine du temps est une expérience qui est à la fois qui est simultanément physiologique et existentielle. Le temps des femmes, ce n'est pas le temps cyclique que l'on associe généralement aux femmes du fait de la répétition mensuelle de leur cycle. Le temps des femmes est, au contraire, je crois, tragiquement linéaire, parce qu'il est rythmé par ces moments décisifs que sont la puberté et la ménopause, qui marquent, qui encadrent la potentialité maternelle que j'évoquais tout à l'heure. Il arrive un moment dans la vie d'une fille où son corps lui signifie qu'il est prêt à accueillir une grossesse. À un moment d'ailleurs où cette perspective est totalement irréelle, même complètement fantasmatique, il lui est indiqué qu'elle est possible. Son existence change alors de nature en devenant potentiellement maternelle. Et la chose d'ailleurs n'est pas dite une fois pour toutes, elle est répétée de façon têtue chaque mois. À l'échelle individuelle, les premières règles sont comme un événement historique, c'est-à-dire qu'il surgit de façon inattendue, qu'il bouleverse complètement l'ordre des choses, qu'il marque surtout une rupture existentielle. Autrefois, les règles disaient à la fille que toute son existence se limiterait désormais à ce corps devenu procréateur. Dans le monde de l'émancipation, l'irruption de la capacité gestative n'est plus synonyme de destin maternel, mais
elle continue néanmoins de marquer une inflexion. Ce n'est pas le passage de l'état de fille au statut de femme, parce que non, une fille de 12 ans n'est pas une femme, c'est l'ouverture d'une série existentielle dont chaque étape, à chaque fois simultanément physique et psychique, sera placée sous le signe du changement. Première règle, perte de la virginité, grossesse, accouchement, ménopause. Le temps féminin est un flux qui soumet la femme à d'incessantes modifications. L'enveloppe corporelle féminine n'est ainsi jamais la même. Le sang se met à couler, puis plus, les seins poussent, gonflent, dégonflent chaque mois, le ventre enfle au moment de la grossesse, puis se rétracte lors de l'accouchement. À côté de ces transformations, la chute des cheveux, qui est à peu près la seule modification corporelle tangible des hommes, fait figure de peu de choses. Cette expérience d'un corps variable, qui peut être dévalorisé d'ailleurs au regard de la prétendue constance masculine, n'en constitue pas moins, je crois, le socle d'une expérience vécue très significative. Une expérience qui fait des femmes des êtres de transformation, c'est-à-dire des êtres jamais assurés d'une identité stable et des êtres marqués par une conscience aiguë du passage du temps et de la fin de toute chose. Cette conscience aiguë du passage du temps s'enracine, je crois, dans une expérience spécifiquement féminine qui est l'expérience fondamentale de la perte. Perte menstruelle, qui signifie chaque mois donc la cessation momentanée de la potentielle fécondité. Perte de l'enfant, qu'il faut d'abord laisser sortir de soi, puis quelques années plus tard laisser partir de chez soi. Perte de la capacité maternelle, enfin, dans la ménopause, qui est aussi la perte de la possibilité de la beauté, on peut le dire comme ça, je vais y revenir. Cette expérience, je crois, nourrit une sensibilité particulière au déroulement inexorable d'une existence placée sous le signe de la privation et de la décrépitude. Alors vous allez me dire, je suis sûre que vous le pensez déjà, que les hommes aussi sont soumis au vieillissement et au déclin. Mais, et c'est ce qui fait toute la différence, ils peuvent tout à fait vivre en l'ignorant, voire en le déniant, parce qu'aucune rupture, ni aucun changement de nature ne pèse sur leur existence. Aucun événement n'annonce aux garçons qu'ils sont dotés d'une aptitude paternelle, ni aucune modification physiologique ne vient chez les hommes faire disparaître la perspective procréatrice. Tant et si bien que les hommes peuvent tout à fait vivre dans ce double fantasme de l'infécondité quotidienne et de la paternité perpétuelle. Et ils peuvent alors nourrir l'illusion de leur permanence, de leur constance, voire même de leur éternité, par-delà même les signes qui leur rappellent qu'ils ont un corps et même un corps vieillissant. J'en prendrai un seul exemple, celui que nous donne Marc Auger, l'ethnologue français Marc Auger, qui a fait paraître l'année dernière un petit ouvrage qui s'intitule « Une ethnologie de soi », sous-titré « Le temps sans âge ». Il illustre parfaitement, je crois, ce rapport au temps masculin placé sous le signe de l'éternité. Les hommes vieillissent, bien sûr, dit Marc Auger, car il arrive toujours, je cite, il arrive toujours un moment où les masques tombent, où la vérité crue de l'âge se manifeste spectaculairement. Mais être vieux, ça, non. La vieillesse, écrit Auger, c'est comme l'exotisme, les autres vus de loin par des ignorants. La vieillesse, ajoute-t-il, ça n'existe pas. Et il conclut, au bout du bout, tout le monde meurt jeune. Alors il y a bien sûr dans l'existence masculine des moments tragiques aussi, des virages lors desquels les hommes sont assez brutalement confrontés au déroulé inexorable du temps et au vieillissement de leur corps. Le passage de la cinquantaine n'est pas anodin, quand les hommes prennent alors conscience que leur parcours social atteint un point à partir duquel il n'y aura dès lors plus que répétition puis déclin. Surpris par ce tournant auquel ils n'avaient pas songé, alors que les femmes, elles, y pensent dès la quarantaine passée, certains hommes peuvent alors se trouver très démunis. Rien de comparable cependant au malaise qui peut accompagner chez les femmes la ménopause. Je vais emprunter à Simone de Beauvoir ses formules sur cette crise qui coupe la vie des femmes en deux avec brutalité et qui les dépouille de leur féminité. Ce mot de féminité est d'elle. Je la cite. « Bien avant la définitive mutilation, la ménopause donc, la femme est hantée par l'horreur du vieillissement. Et quand s'ébauche le processus fatal, irréversible, qui va détruire en elle tout l'édifice bâti pendant la puberté, elle se sent touchée
par la fatalité même de la mort. C'est que la ménopause marque bien la fin de quelque chose. Elle marque la clôture de ce temps délimité durant lequel la femme est symboliquement féconde. Ce n'est pas qu'il est temps de renoncer au désir d'avoir un enfant, parce que cette question est déjà bien loin quand les règles s'arrêtent. Ce qu'il s'agit d'accepter, c'est d'être désormais exclu du groupe des femmes procréatrices, c'est-à-dire aussi du groupe des femmes désirantes. Et je dis bien désirantes, pas désirables. Le désir dont il est ici question, ce n'est pas celui que suscite la femme objet de désir, c'est tout à l'inverse le désir de la femme sujet de désir. Aux yeux du monde, aux yeux des femmes elles-mêmes, la ménopause peut fonctionner comme une interdiction. Elle marque la fin du désir légitime. Dans son dernier roman, Celle que vous croyez, Camille Laurens l'a exprimé de façon tout à fait frappante et très juste. Je la cite. « Mais dites-moi pourquoi une femme devrait-elle passer 45 ans, se retirer progressivement du monde vivant, s'arracher du corps l'épine du désir ? Pourquoi les femmes devraient-elles s'arracher l'écharde du désir alors que les hommes refont leur vie, refont des enfants, refont le monde jusqu'à leur mort ?» Le tournant de la ménopause marque quelque chose comme une sortie de scène, une mystérieuse disparition. Et Camille Laurens l'exprime dans des termes, disons, humoristiques. Quel est le super pouvoir qu'acquièrent les femmes de 50 ans ? Elles deviennent invisibles. Et évidemment, ce n'est pas seulement dans les yeux des hommes qu'elles disparaissent, c'est aussi dans la société, dans son ensemble, qu'elles s'évanouissent. Il ne fait pas bon aujourd'hui d'être femme et senior au chômage sur le marché du travail. Voilà comment la ménopause marque la fin de l'appartenance des femmes à la lignée des femmes désirantes. Et au-delà de cette rupture, les femmes peuvent entrer dans quelque chose comme le vide d'un horizon temporel qui peut être appréhendé comme stérile, statique, mortel. Je nuance immédiatement parce que je sais, bien évidemment, que la ménopause peut aussi marquer pour les femmes une libération, voire un accomplissement, le moment où les enfants enfin grandis quittent la maison, un moment où une nouvelle vie peut commencer, un mouvement qui peut être aussi celui d'un épanouissement sexuel nouveau. Je n'ignore pas cette possibilité d'une expérience tout à fait positive. Mais ce qui m'intéresse ici, malgré tout, c'est de repérer comment la ménopause, est-ce qu'elle signale de l'acuité féminine à la limitation temporelle, est indissociable chez les femmes d'une connaissance simultanée du corps comme étant le lieu indépassable où l'existence fait sens. Être une femme, ce n'est pas avoir un corps féminin, c'est être ce corps. Simone de Beauvoir, à nouveau, elle a très finement pointé ce conflit qui peut déchirer les femmes, qu'elle appelle indépendantes, un conflit entre d'un côté le refus de se cantonner dans un rôle de femelle, comme elle le dit, et de l'autre côté la volonté de ne pas répudier son sexe. Dans la conclusion du deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrit une formule qui a été totalement oubliée, pour ne pas dire occultée, voire rejetée par ses héritières, qui exprime tout à fait ce conflit. Je la cite. « La femme n'est un individu complet et l'égal du mâle que si elle est aussi un être humain sexué. Renoncer à sa féminité, c'est renoncer à une part de son humanité. » Eh bien, c'est précisément l'exploration de ce que Simone de Beauvoir appelle féminité, que je préfère moi appeler féminin, que je me consacre, en posant la question du sens que revêt pour les femmes le souci évident qu'elles manifestent pour leur apparence physique. C'est cette deuxième expérience féminine que je voudrais vous présenter, l'expérience de la dimension phénoménale de l'image. Alors, l'interprétation féministe est quasi univoque. Le souci esthétique des femmes relève de la soumission aux injonctions masculines qui exigent que les femmes se fassent toujours plus belles, plus désirables, plus jeunes, plus minces. En recherchant la conformité au modèle socialement prescrit, les femmes prendraient à rebours le mouvement de libération pour continuer de vivre et de se penser comme des objets. Il y a dans le champ féministe une quasi-unanimité autour de cette dimension aliénante du souci esthétique. Et il y a là, je crois, un paradoxe énorme. Alors d'un côté, les femmes seraient à la fois totalement libres en tant qu'individus de droit et en même temps totalement soumises et aliénées en tant que sujet concret.
Elles auraient obtenu la reconnaissance de leur légitimité sociale, publique et professionnelle, et puis elles continueraient d'être subordonnées, dociles, dans le domaine intime de la vie affective, sexuelle, corporelle. Je crois qu'il y a là un prisme interprétatif qui ne rend absolument pas compte de ce que vivent les femmes de l'âge de l'émancipation. Je crois que la liberté conquise ne se déploie pas dans les seules sphères sociales et publiques, elle est tout aussi structurante dans la sphère intime. Alors bien sûr, il y a quelque chose d'immédiatement problématique parce que l'application à soi d'une vraie liberté, c'est-à-dire d'une liberté consciente de ses déterminations et de ses limites, ne se fait pas sans difficulté. Et c'est même un véritable défi qui est inséparable de la condition féminine contemporaine. Comment vivre sereinement dans son corps féminin quand on est prise en tenaille entre la dévaluation féministe des signes extérieurs de féminité et les injonctions toujours plus nombreuses à une forme idéalisée, pour tout dire, inatteignable de beauté féminine. Eh bien, difficilement, comme en témoigne le développement de nouvelles maladies psychiques relatives à l'obsession du contrôle de soi et de l'image de soi. Ces souffrances, d'un genre inédit, disent bien que le souci esthétique est une quête compliquée et douloureuse. Et donc je propose d'y réfléchir dans sa dimension de projet, en se posant la question du sens que revêt cette activité par laquelle une femme, quotidiennement, modèle son image. Je crois que le corps revêt une signification plus intense pour les femmes que pour les hommes, en raison de la nature particulière que revêt l'expérience vécue du regard porté sur elle. Toute femme sait, depuis l'aube des temps en quelque sorte, qu'en sortant dans le monde, elle s'expose au regard, il en va ainsi depuis toujours. Je propose donc d'essayer de comprendre ce qui se joue dans cette exposition et dans cette acuité au regard posé sur elle comme un préalable indispensable à l'entrée des femmes dans la sphère sociale. Quand on est une femme, s'affirmer comme un sujet implique de réfléchir sa féminité dans les deux sens d'une projection hors de soi, de son image féminine, et bien sûr d'une réflexion sur cette image. Chaque femme fait l'expérience chaque matin de cette mise en abîme devant son miroir, se regarder, considérer son reflet, le modifier, se regarder à nouveau, en intégrant le point de vue de l'autre, en intégrant ce fameux regard auquel on va s'exposer, pour enfin s'approprier ce reflet dans une version qui soit le plus possible en adéquation avec son intériorité. Parce que je crois que c'est le propre du souci esthétique. La recherche d'une image qui soit en conformité, non pas tant avec les canons du beau tels qu'ils sont socialement prescrits, qu'avec les critères personnels et intimes par lesquels l'image de soi corporelle coïncide avec l'image de soi subjective. C'est pourquoi je propose de définir le souci esthétique comme un projet de coïncidence à soi. J'emprunte pour l'illustrer au philosophe belge Jacques de Witt quelques arguments à propos de ce qu'il appelle la donation première de l'apparence. Dans un ouvrage qui s'intitule « La manifestation de soi », de Witt emprunte au zoologue, vous allez comprendre pourquoi, au zoologue suisse Adolf Portmann, quelques exemples. Portmann a montré que la diversité et la richesse des apparences animales dépassaient de beaucoup le seul impératif de la reproduction de l'espèce. Il y aurait, selon Portmann, je le cite, une tendance inhérente au vivant à s'auto-présenter, à apparaître pour ce qu'il est, indépendamment de toute utilité. La roue du Pan, par exemple, évidemment, est à comprendre comme un élément dans la parade amoureuse, préalable nécessaire à la reproduction. Mais il y a dans la roue du Pan une luxuriance des couleurs et des formes qui excède de beaucoup cet objectif utilitariste. Alors Portmann se pose la question du sens de cette gratuité. Que signifie cette débauche formelle? Que nous disent ces merveilles inutiles? Eh bien, elle témoigne, selon lui, de ce qu'il appelle un pur apparaître, irréductible aux fonctions physiologiques. Si je transpose à ma perspective du souci esthétique féminin cette interprétation, je crois qu'on peut poser les fondements d'une réflexion sur le souci esthétique qui évacue la rhétorique du superflu et de l'artifice.
Par le travail quotidien qu'une femme fait sur son apparence, elle entre dans un processus d'enrichissement de son être qui passe par le choix qu'elle fait d'une représentation d'elle-même, ou pour reprendre le terme de Portman, d'une auto-présentation d'elle-même. Et loin de l'assimiler au statut d'objet, cette auto-présentation la pose comme sujet. Derrière le paraître, elle dit quelque chose de son être. Il y a donc dans la quête toujours recommencée de la beauté ou de son horizon, une recherche de l'adéquation à soi par laquelle une femme deviendra ce qu'elle est. On est là en fait dans une logique proprement inverse de celle de l'aliénation à laquelle elle est communément ramenée. Cette logique témoigne en fait d'une véritable appropriation de soi, donc qui est ce fameux projet de coïncidence à soi. Le choix que chaque femme fait de son apparence, un choix dont il faut tout de suite dire qu'il est très largement ouvert, entre l'option la plus neutre qui frôle la masculinisation et l'option la plus outrancière dans le registre de la féminité, ce choix, et c'est ce qui compte, est éminemment personnel et libre. Il recouvre la dimension identitaire d'une démarche qui consiste à se présenter dans le monde, non pas en tant que femme, mais en tant que cette femme-là. La centralité de la dimension incarnée de l'existence féminine s'explique d'abord, bien sûr, au regard des siècles d'assignation et même d'enfermement des femmes dans les impératifs corporels. Mais elle s'explique aussi, je crois, au regard de cette expérience vécue que j'essaye de décrire, l'expérience d'une corporéité changeante. Cette variabilité, cette instabilité corporelle induit chez les femmes une forme de vacillement permanent qui rend le processus identitaire assez difficile et qui explique donc que le souci esthétique constitue comme un fil rouge dans la vie des femmes. En guise de conclusion, je voudrais dire quelques mots des implicites de ma démarche. L'important pour moi, ce n'est pas que les femmes et les hommes aient des corps anatomiquement et physiologiquement différents. Donc, la thématique de la différence, je ne m'y reconnais pas non plus. L'important, c'est que les femmes et les hommes ne peuvent pas vivre ni se penser indépendamment de leur présence charnelle et visible au monde. Nous naissons toutes et tous avec un corps sexué, généralement féminin ou masculin, en laissant de côté les cas minoritaires et douloureux des personnes intersexuées. Alors nous pouvons refuser notre sexe, féminin ou masculin, nous pouvons détester l'idée même d'y être assigné, nous pouvons même nous sentir d'un autre sexe, d'un autre genre. Mais nous devons cependant faire avec, c'est-à-dire assumer à la fois les astreintes et les promesses qui sont associées à la corporéité. Nous devons aussi, bien sûr, faire avec les prescriptions sociales en matière de conformité genrée, et elles sont pesantes. Mais la grande nouveauté de notre temps, nouveauté que je limite évidemment au contexte occidental, c'est la liberté inouïe dont nous jouissons quant aux modalités d'expression de notre singularité sexuée. L'atténuation des assignations genrées, ce mouvement de désexualisation du monde que j'évoquais au début de ma présentation, nous laisse en fait assez seuls face à la nécessité de nous définir du dedans de nous-mêmes dans notre sexuation. Parce que c'est désormais subjectivement, en l'absence de tout modèle précisément, que chacun se définit dans sa singularité, selon une logique qui fait qu'il y a 1000 façons de le faire, millions de façons de le faire, et qu'elles sont toutes légitimes. Il nous revient donc de placer le curseur là où nous le souhaitons, en fonction de ce que nous ressentons, de l'adéquation entre représentation de soi et définition intime de soi, au moment de la vie où nous nous trouvons. Car c'est aussi une évidence que la singularité sexuée n'est jamais ni fixe ni définitive. Il y a même, et c'est un point crucial, une dimension éminemment contingente, construite bien sûr et mouvante du féminin et du masculin. Les éléments que je vous ai présentés, les quelques éléments que j'ai présentés comme relevant d'une expérience du féminin, valent pour le moment où nous sommes. Car qu'adviendra-t-il quand les femmes auront acquis une maîtrise de la corporéité telle qu'elles se seront débarrassées de toutes ces astreintes? Ce sont ces jeunes femmes qui choisissent aujourd'hui des modes de contraception qui leur permettent de faire disparaître les règles. Ce sont ces femmes quinquagénaires qui se voient prescrire des hormones pour perpétuer leur menstruation. Ce sont ces femmes actives qui congèlent leurs ovocytes pour se préparer
préparer des grossesses tardives. Bref, le poids de la corporité féminine ne cesse de s'alléger. Et je crois qu'il arrivera un temps où mes interprétations paraîtront à leur tour d'un autre âge. Pour conclure, je dirais que je propose d'en finir en fait avec la thèse du formatage social des corps qui enferme les individus et les femmes spécifiquement dans les limites contraignantes des diktats patriarcaux et commerciaux. Il faut faire la part des choses entre ce qui relève de l'ordre des représentations et ce qui relève donc de l'expérience vécue de la corporéité. Quand on raisonne dans les termes de la féminité ou de la virilité, on est bien dans une perspective essentialiste de projection d'un idéal sur la réalité. Il n'y a pas plusieurs types de féminité ou de virilité. Il y a un seul type dont l'intensité et la perfection varient. Du côté de la féminité, c'est un doux mélange de disponibilité sexuelle, de dévouement maternel et de dépendance matérielle. Du côté de la virilité, vigueur charnelle, autonomie, souveraineté sociale. Ce sont des représentations qui appartiennent à un autre temps, le temps où le sexe biologique des individus les assignait à des fonctions et à des rôles précis. Je rejette pour ma part ce registre des représentations de la féminité et de la virilité, et je m'attache à repérer, en revanche, tout ce que le féminin et le masculin conservent de singulier en tant que modalité de la construction identitaire à laquelle nous sommes tous confrontés. Parce que dans un monde affranchi en bonne partie des assignations de genre, je crois que nous sommes plus que jamais requis de réfléchir au sens que revêt l'incarnation et la sexuation de nos existences. Parce que là, en réalité, aujourd'hui, la pleine maîtrise de notre singularité sexuée, c'est la marque même de la subjectivité. Mais alors que les femmes assument de front ce défi de l'identité sexuée, les hommes sont encore assez largement réticents à envisager les bouleversements que la féminisation du monde induit quant à leur propre sexuation. Si les spécificités du masculin ont longtemps été dissimulées sous la généralité de l'universel, aujourd'hui, je crois que les hommes ne peuvent plus vivre comme s'ils étaient encore des personnes génériques. La révolution féministe a donné naissance à ce nouveau sujet qui tient ensemble l'exigence universaliste des droits individuels et l'irréductible incarnation de toute existence. Tout individu, homme ou femme, est simultanément un individu abstrait et un sujet concret. Et c'est cette dualité existentielle qu'il faut continuer d'explorer parce qu'elle forme le socle d'une identité devenue problématique. Il ne va plus de soi d'être et de paraître femme ou homme. Nous sommes tous entraînés, je crois, dans ce vertige de la liberté d'être soi. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Camille Froidevaux-Métry donc pour cette conférence extrêmement subtile, placée sous le signe de la phénoménologie, puisque vous nous invitez effectivement à prendre nos distances par rapport à un universalisme totalement abstrait, et vous invitez donc la femme à prendre conscience de sa corporéité sans pour autant céder aux fantasmes essentialistes véhiculés depuis longtemps selon lequel l'humanité est partagée en deux genres, qui assignent respectivement les hommes et les femmes à des tâches particulières. Donc, un appel à l'émancipation féminine sans pour autant inviter la femme à oublier sa corporéité. Alors, j'aurais simplement une toute petite question, puisque j'ai le privilège de poser la première en tant qu'animateur de la soirée, avant de donner la parole à la salle. Donc, effectivement, vous dites qu'il faut continuer à prendre au sérieux la corporéité et donc la sexuation de la condition féminine. Et vous avez cité Simone de Beauvoir qui dit que, à un moment donné, dans le IIe siècle, qui dit qu'une femme oublie sa part d'humanité si elle oublie sa féminité. Alors, est-ce que cette sortie de Simone de Beauvoir, que vous avez fait vôtre, ne va pas à l'encontre de la thèse qu'on lui apprête et qui est très connue, selon laquelle on ne naît pas femme, mais on le devient? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ces deux il y a un apparent paradoxe parce qu'effectivement, de Simone de Beauvoir, ses héritières ont retenu
précisément la dévalorisation, voire le rejet de la corporité féminine qu'elle développe à longueur de page. Celles et ceux qui ont jeté un œil au deuxième sexe se souviennent peut-être des termes vraiment de la violence et de la rage même parfois, des expressions de Simone de Beauvoir relativement à la maternité par exemple, où elle présente la femme comme une vulgaire pondeuse, une couveuse. Alors parce que, bon, je rappelle que le deuxième sexe a été écrit en 1949, dans des années où les femmes étaient totalement sous l'emprise du joug de la nature, et qu'il y avait donc, du point de vue de Simone de Beauvoir, quelque chose qu'il fallait impérativement déboulonner, c'est-à-dire ce qui empêchait les femmes d'accéder à la transcendance et qui les enfermait dans l'immanence, à savoir précisément leur corporéité. Mais Simone de Beauvoir réfléchit précisément dans une perspective phénoménologique. Et elle développe, mais beaucoup moins, mais son projet était bel et bien de tenir ensemble l'impératif absolu d'universalisation de la condition féminine, et puis ce qu'elle caractérise, elle, comme féminité. Et j'observe, c'est tout à fait intéressant de le remarquer, à quel point ce petit volet de son œuvre a été totalement oublié. D'une certaine façon, voilà, je me propose de reprendre ce projet et de le poursuivre. Autrement dit, la théorie du genre vous semble complètement, disons, relever d'un féminisme radical qui irait totalement... Non. Non, vous voulez... Alors, je veux bien, mais oui, il faut que je m'explique là-dessus, parce que là aussi, c'est une interprétation un petit peu erronée. Il se trouve qu'en effet, dans mon ouvrage, j'explore à un moment la série des théories féministes qui ont été proposées au cours de l'histoire, et donc j'aborde la question du concept de genre. Donc je ne dis pas théorie, c'est un concept, une notion des sciences sociales apparue au début des années 80 aux États-Unis, qui est une notion très pertinente d'un point de vue heuristique, c'est-à-dire que c'est une notion qui a permis de mettre au jour précisément tous les mécanismes que je décrivais comme ceux qui enferment les individus dans des rôles genrés et dans des fonctions sexuées. C'est une notion qui a nourri à la fois et le combat et la réflexion féministe jusqu'à aujourd'hui y compris, que je n'évacue pas, que je ne rejette pas, que j'intègre, parce que l'histoire du féminisme, c'est l'histoire d'un empilement d'arguments et de théories qu'il faut tenir ensemble. Ce que je repère en revanche, c'est comment certains développements, notamment ce qu'on appelle la troisième vague féministe, c'est-à-dire ce qui renvoie à partir du grand tournant de la pensée de Judith Butler dans les années 90 aux États-Unis, à ce qu'on appelle aujourd'hui les queer studies ou les LGBTQI studies, c'est-à-dire un mouvement féministe qui déborde largement la question des femmes pour intégrer dans le combat et la réflexion les revendications et les droits des personnes appartenant à des minorités sexuelles, sexuées, genrées, etc. Il me semble que dans ces combats, là aussi, une fois encore, je le dis très fortement nécessaire, quelque chose s'est perdu néanmoins. Et ce qui s'est perdu, c'est le sujet féminin. C'est-à-dire qu'il y a une forme de féminisme extensif, donc c'est à la fois ce féminisme queer et LGBT, et aussi, là je m'adresse à celles et ceux peut-être qui font des études sur ces questions, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait, ça c'est aussi un courant très puissant aujourd'hui dans le monde académique, de réflexion qui propose de croiser les oppressions de genre aux oppressions de classe et de race. Donc c'est un féminisme, une fois encore, qui déborde assez largement la simple question des femmes. Eh bien, dans cette extensivité de la théorie féministe troisième vague, on a un petit peu oublié en cours de route le sujet féminin. Donc je propose d'une certaine façon d'y revenir et de compléter et d'accompagner en quelque sorte cette réflexion en essayant de retrouver ce sujet là où il a été laissé à un moment sur le chemin. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer... Je suis là. Pardon. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer votre point de vue sur la GPA ? D'ailleurs, c'est pas un hasard si cette question, c'est très intéressant de l'observer, c'est le thème qui déchire le féminisme aujourd'hui dans des proportions qu'on n'avait pas imaginées. C'est-à-dire par exemple, au sein même de ce mouvement LGBTQI, on trouve du côté de ceux, par exemple, de ceux qui luttent pour l'homoparentalité, un fort soutien à cette question de la GPA, puisque pour les couples homosexuels masculins, c'est quasiment la seule solution. Donc voilà, recourir à des mères porteuses pour pouvoir mener à bien un projet parental.
Et puis du côté de féministes qui sont tout aussi, enfin de la même mouvance, c'est l'insupportable instrumentalisation du corps des femmes, notamment dans des pays non occidentaux, où on trouve, comme en Inde, comme c'est le cas aujourd'hui, des usines à faire des bébés de femmes qui, en échange d'argent, portent l'enfant de riches occidentaux. Bon. C'est très compliqué. Je ne veux pas trancher parce que je vois bien à quel point... Enfin, il y a une crispation qui met aussi au jour certains des paradoxes de la pensée féministe, c'est-à-dire ce fameux féminisme extensif, donc sur le versant LGBT qui fait que des individus en viennent à revendiquer le droit d'être parent, par exemple, ce que certains appellent parfois même un droit à l'enfant, et qui donc peut aller dans le sens d'un soutien. Bon, il y a en France, par exemple, c'est Irène Théry qui est, disons, une des figures principales du soutien à la GPA et qui réclame un encadrement juridique pour éviter justement des dérives d'instrumentalisation, de financiarisation de ces... Voilà. Et puis, il y a d'autres féministes plus radicales qui sont vent debout contre cette mesure. Donc, permettez-moi de ne pas trancher dans ce débat vraiment inextricable. Oui, juste un petit commentaire quand même. Quand on parle de GPA, on parle de gestatrice. Oui. Donc, je ne sais pas, mais comment on voit la condition de la femme dans ce cas-là, quoi. Comme un ventre, quoi, en fait. Oui, c'est un peu ça. Mais beaucoup de féministes les considèrent de la sorte. Hein. Ça fait longtemps que certaines féministes rêvent d'une artificialisation totale de la procréation. Henri Atlan a annoncé il y a quelques années l'utérus artificiel. Et c'est vrai que si l'on observe la façon dont les choses se passent, c'est au debout de la chaîne gestationnelle, disons, le laps de temps incompressible durant lequel un enfant a besoin du ventre d'un utérus pour se développer est de plus en plus réduit. En amont, avec les fécondations in vitro, en aval, avec le fait de la grande prématurité, le fait qu'on puisse faire naître et survivre des enfants très prématurés. Bon, voilà, on dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 5 mois, il faut encore travailler sur ces 5 mois durant lesquels un enfant ne peut pas se développer en dehors du corps des femmes. Bon, et certains annoncent à un horizon assez proche cette artificialisation. Et pour certaines féministes, comme par exemple Marcella Yacoub aujourd'hui en France, c'est l'idéal absolu, c'est-à-dire permettre aux femmes enfin d'être débarrassées à tout jamais du poids de la maternité et du poids physique et concret de la maternité. Ah ben là, en l'occurrence, c'est physique. Hein. Oui. Non mais... Oui, alors bon, je vais répondre. Là, c'est un luxe. Hein. Nous, en Occident, on vit bien. Donc, c'est vrai, prêter son ventre comme ça, c'est une horreur. Mais vous avez cité l'Inde. Regardez ces femmes, c'est une horreur. Elles peuvent pas faire autrement parce que elles, ça fait manger les autres, les enfants qu'elles ont déjà eus. Bon, ça c'est une chose. Quand on voit en Amérique où là, ça devient un commerce, une industrie vraiment où on choisit les yeux, la couleur le sexe de l'enfant et tout, ça c'est une horreur. Là c'est autre chose. Après je voudrais défendre, comme je suis une vieille dame, je voudrais défendre Simone de Beauvoir. Je n'attaque pas, au contraire. Vous ? Je ne l'attaque pas du tout. Non, mais je sais. Mais moi, pour le plaisir, je voudrais la défendre. Parce que vous avez bien dit que le deuxième sexe, elle l'a écrit en 49. Bon, elle était dans la génération des femmes qui avaient eu le 19e siècle avant elle et qui ne pouvaient pas travailler. Maternité voulait dire ne pas travailler parce que c'était pas possible. Donc, elle avait une rage, elle avait quelque chose, c'est sûr. Bon, elle nous a écrit quand même de très belles choses. C'est vrai qu'elle a été très dure. Elle a possédé ce que maintenant certaines femmes, contrairement à ce qu'on peut penser, en Orient, ont la puissance féminine cachée en elles. C'est-à-dire la maison, c'est à elles. Elles ont toujours une frustration quelque part. Et ce que nous, on ne veut pas. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, autrement. Bravo. J'ai rien à ajouter, donc. Merci d'abord pour ce que vous écrivez. C'est un petit merci qui s'ajoute sans doute à tous les autres. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je suis très inquiet par le fait qu'on puisse disposer d'utérus artificiel. N'est-ce pas le signal d'envoi
à deux espèces concurrentes, quelque part, entre les garçons et les filles, puisque les garçons n'auront plus besoin des ventres des femmes pour pouvoir faire leur fils. Comme lorsqu'ils en ont pris conscience, on est passé du matriarcat au patriarcat, le fait qu'on gomme cette possibilité-là, est-ce que ce n'est pas tout simplement faire deux espèces concurrentes l'une de l'autre, notamment sur les terrains économiques? Un mot sur le matriarcat, d'abord, dont je ne vais pas développer, je le présente dans le livre, parce que j'ai tout un chapitre consacré à la conception anthropologique du féminin. À mon sens, il y a trois grandes interprétations historiques du féminin, celle que propose l'anthropologie précisément, avec cette thèse du matriarcat qui est un mythe en réalité, l'interprétation de la psychanalyse, et puis enfin l'interprétation de la théorie féministe. Mais je ne sais pas ce que ça donnerait éventuellement, ou il s'agirait de créer deux espèces, mais je crois que si on veut, en toute bonne logique féministe, être cohérent, c'est cette possibilité donnée aux hommes d'avoir à peu près la même capacité parentale ou procréatrice que les femmes, c'est d'une certaine façon une sorte d'idéal ultime. Il y a pas, je ne juge pas, mais il se trouve que d'un point de vue juridique, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est dommageable? Je ne crois pas. Je ne vois pas beaucoup de raisons de refuser à un couple de personnes, quel que soit leur sexe, qui ont le projet d'avoir un enfant, l'accès à ce projet, pour dire les choses clairement. La psychologie de l'enfant, excusez-moi, mais moi, le nombre d'enfants qui grandissent dans les familles monoparentales, le nombre d'enfants qui souffrent du divorce et de la séparation de leurs parents, enfin, vous voyez, je ne vois pas pourquoi des couples homosexuels seraient plus dommageables d'un point de vue psychologique pour les enfants que des couples hétérosexuels, ça ne me paraît pas du tout tenable. Allez-y. Bonsoir, madame. Je suis québécois. Donc, je prouve tout à fait ce que vous avez dit en ajoutant que le partage des tâches, je connais bien depuis 50 ans, au moins. Ceci dit, mes félicitations et merci pour votre admirable exposé. Une simple remarque, comme philosophe, j'ai remarqué que votre point de départ et votre point d'arrivée aussi est essentiellement l'individu. Chemin faisant, je me suis dit, est-ce que l'aspect social n'est pas un peu relégué au second rang? Ma formation aussi m'a amené à reconnaître que l'aspect social est extrêmement important dans le développement de l'enfant. Et de ce point de vue-là, il m'arrive de regretter que l'éducation, au départ, soit beaucoup trop maternelle. C'est-à-dire qu'on élève les enfants comme si c'était uniquement la mère qui soit l'éducatrice. Je pense que ça va un peu dans... que le père soit aussi, dès le départ, l'éducateur des enfants. Pour apprendre aux enfants à être, si c'est une jeune fille, j'ai eu 3 filles, à acquérir aussi la dimension masculine. Et si ce sont des jeunes filles, à acquérir, des garçons, pardon, à acquérir très tôt la dimension masculine. Comme vous l'avez souhaité au départ de votre conférence en disant qu'il fallait apprendre à devenir des hommes un peu féminins ou des femmes un peu masculines. Alors, est-ce que je pourrais avoir une petite précision sur l'équilibre entre l'individu, ou la formation de l'individu et la formation proprement sociale? Merci, madame. Sur le premier versant, en fait, je développe assez longuement, c'est même toute la première partie de mon livre, la dimension sociale, en faisant une forme d'histoire de la place des femmes dans les sociétés depuis l'Antiquité grecque jusqu'au tournant justement de la Révolution féministe. Donc je me permets de vous renvoyer à cette partie, parce que il n'est pas vraiment
temps d'y revenir. Et simplement sur ce que vous disiez pour terminer sur le rôle des pères, je vous rassure tout de suite, pour les nouvelles générations, ce que vous dites est tout à fait advenu et avéré. Je fais un petit travail de terrain en ce moment auprès de jeunes gens de 25-30 ans, précisément pour évaluer et pour tester empiriquement en quelque sorte ma thèse de la convergence des genres, et les choses me paraissent tout à fait avec force et évidence que les jeunes hommes ne conçoivent plus d'être en quelque sorte tenus à côté de l'éducation de leurs enfants, et que j'ai aucune inquiétude là-dessus. C'est-à-dire que je suis vraiment convaincue de ce que sur ce terrain-là du projet parental et d'éducation des enfants, les nouvelles générations sont tout à fait dans un processus de convergence, c'est-à-dire d'égalité et de partage de ces tâches. Grâce à l'égalité homme-femme, beaucoup de choses ont changé. Notamment, on reconnaît à l'homme et à la femme d'avoir des valeurs masculines et féminines. Et on voit parfois des êtres. Donc la masculinité et la féminité ne sont plus directement ou ne seront plus directement liées au sexe. On accepte, aujourd'hui, des hommes acceptent de développer leurs valeurs féminines, de vivre leur féminité. Et on voit des femmes choisir de vivre leur masculinité. Donc, est-ce que tout ça... Enfin, je vois pas, je vois plus, dans l'évolution, je vois pas la masculinité et la féminité liées au sexe. De plus en plus de gens vivront selon leurs tendances, selon leurs choix. Soit parce que la masculinité sera primordiale en l'être, ou pas. Et je pense que le monde va changer dans ce sens. Chacun vivra sa féminité et sa masculinité comme il l'entend. Et il n'y aura plus l'homme contre la femme, etc. On aura des êtres qui choisiront de vivre leur masculinité ou leur féminité. Oui, vous avez reformulé avec vos termes à peu près la thèse que je vous ai présentée. C'est l'inverse. À la nuance près que je préfère parler de féminin et de masculin que de féminité et de masculinité. Voilà. Bonjour beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair. Néanmoins, j'ai une question à vous poser, notamment concernant les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Ça m'est arrivé souvent d'en rencontrer, d'en parler avec elles, et il y a certaines conséquences sociales qui sont quand même derrière le choix de ne pas avoir d'enfants, et notamment celle finalement de garder son corps. C'est vraiment la question du corps. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si. Oui, mais... bon, d'accord. Et ma question finalement c'était, est-ce que le problème est-il vraiment entre l'homme et la femme, y a-t-il vraiment on pourrait dire un égalitarisme, parce que lorsque dans un couple la femme sait qu'elle est enceinte, c'est elle finalement qui a le choix de donner vie ou non, en dernière instance finalement. Et souvent l'homme n'a pas vraiment son mot à dire, parce que c'est elle qui a son corps, c'est elle qui est propriétaire de ce corps. Or, quand on pense à un couple, quand on pense à la famille, normalement l'homme et la femme, vous avez parlé par exemple de l'éducation de l'enfant qui doit être égalitaire, donc le temps doit être le même, et finalement les décisions aussi. Pour les générations qui arrivent, est-ce que finalement ce problème-là, j'ai entendu le mot de matriarcal, oui en effet, il y a quand même en dernière instance la femme qui décide si oui ou non l'enfant naît, et si la famille finalement naît aussi. C'est elle qui choisit, et non l'homme. C'est le spectre du pouvoir, de la puissance des femmes. Bon, ce que vous décrivez est tout à fait juste. Hein. Effectivement, la maîtrise de la procréation par les femmes, c'est la possibilité de ne pas avoir d'enfants, mais c'est aussi la possibilité de maîtriser précisément le processus procréatif, de décider d'en avoir, contre éventuellement la volonté du conjoint ou bien de l'amant de passage, avec des situations qui peuvent effectivement se trouver forme d'ironie de l'histoire, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que, voilà, que les femmes, maintenant, peuvent imposer aux hommes les enfants qu'elles ont d'eux. C'est une des conséquences du mouvement que je décris, en effet. Quand je parle de déféminisation de la procréation, évidemment, je force le trait, mais ce qui est
premier, c'est la maîtrise par les femmes de leur procréation, avec ce que ça peut induire effectivement de processus et de situations même pénibles et compliquées pour les hommes. De là à dessiner cet horizon matriarcal. Bon, ce dont je suis à peu près persuadée, c'est qu'il n'est pas facile pour les hommes de vivre dans le monde de l'émancipation féminine. Et je crois que on ne mesure pas souvent la fulgurance de ce processus, c'est-à-dire que ça fait quoi, 4-5 décennies à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien. Et donc en 4-5 décennies, nous avons non seulement changé de monde commun, mais changé de conditions humaines anthropologiques. Et cette mutation, elle est violente. Alors les femmes en sont en quelque sorte les instigatrices, donc elles sont, je dirais, certainement plus à l'aise. C'est ce que j'essaye de montrer quand je les décris comme des pionnières de la dualité. Et je pense que nous sommes à un moment alors j'aime pas le mot crise, mais disons qu'il y a je ressens, et j'en entends souvent, enfin dans les débats que j'ai, une forme de malaise masculin, parce que notamment des générations, disons, voilà, la mienne et les plus âgées, se trouvent à devoir, en quelque sorte, changer totalement de logiciel et rentrer dans des, notamment pour ce qui est des relations entre les femmes et les hommes, des choses tout à fait nouvelles et inédites. Mais les choses ne sont pas si faciles non plus pour les plus jeunes, parce que il y a aussi des paradoxes, c'est-à-dire que les jeunes générations les jeunes hommes doivent à la fois accompagner, accepter, respecter tout ce qui regarde l'émancipation et l'épanouissement social des jeunes femmes, et puis obéir aussi à des attentes féminines qui finalement ne sont pas très très éloignées d'attentes traditionnelles en termes de stabilité de relations amoureuses, de présence, de tendresse, de performance sexuelle, que sais-je. Enfin, bon. Et on trouve quelques indicateurs qui font un petit peu froid dans le dos, comme par exemple celui-ci, j'ai vu récemment que les jeunes Américains, alors les jeunes, 18-24 ans, hommes, étaient 15% à avoir déjà utilisé du Viagra. Et ils le font, disent-ils, en fait, pour des raisons d'angoisse. Parce que voilà, les relations entre les hommes et les femmes sont devenues tellement libres, et les attentes féminines aussi, voilà, il y a un droit à l'enfant, mais il y a sans doute aussi un droit au plaisir, et par rapport à ces évolutions-là, ça donne des choses parfois compliquées à assumer pour les jeunes hommes. Donc, tout ça pour dire que je ne l'ai pas vraiment développé, et quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, et puis depuis que j'en parle, j'avais beaucoup de retours masculins. Et au début, je répondais de façon un petit peu, sous la forme d'une boutade. Bon, écoutez, moi, je travaille sur les femmes. Si vous voulez travailler sur les hommes, allez-y. Je ne tiens plus cette position aujourd'hui parce que je me suis rendu compte, et je pense que ça se voit dans ma présentation, à quel point c'était absolument inextricable et lié. On ne peut pas réfléchir aux mutations de la condition féminine sans réfléchir aux mutations de la condition masculine. Je n'ai pas travaillé autant sur les mutations de la condition masculine que... Voilà, il me reste peut-être une révolution du masculin à écrire. Je voudrais moi aussi faire quelques remarques et poser quelques questions. Vous avez envisagé effectivement différentes choses, mais vous n'avez pas parlé de l'autonomie financière des femmes. Ce qui a beaucoup fait dans leur évolution aussi, c'est leur capacité d'autonomie et donc de pouvoir aussi participer à cette sphère. Donc le fait effectivement de travailler, de s'émanciper. Et du coup, ça a créé aussi, dans ce que vous disiez, pas mal de familles, enfin ça a créé où ça ? Dans les malaises, de familles monoparentales, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation énorme, puisque vous avez parlé beaucoup de familles, de monoparentalité, notamment à la charge des femmes, ce qui fait quand même un poids aussi, un poids social pour elles. Autre point abordé, que vous avez légèrement abordé mais que vous n'avez pas continué, c'est que vous avez dit effectivement que la fertilité des femmes se faisait plus tardive, mais nous rencontrons effectivement de plus en plus de femmes qui ont des problèmes de procréation, c'est-à-dire que là aussi, après l'entrée en carrière, les études, etc., les premières grossesses pour certaines femmes sont très très tardives et il y a de plus en plus de problèmes de fertilité qui vont devenir un vrai souci majeur à l'heure actuelle. Autre point que je voulais, et là c'était la boutade, c'est la dernière boutade, dans la mode, notamment une des représentations du masculin au féminin qui s'est fait, mais
en une vague énorme dans les années 70, c'est par exemple le pantalon. Le pantalon était interdit pour les femmes et interdit notamment au lycée, au collège. Et en quelques mois, toutes les filles se sont mises en pantalon. Dans la mode, et même dans cette mode dernière, il y a des jupes pour hommes. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu beaucoup de messieurs en jupe dans les rues. Donc c'était juste pour finir sur la boutade, pour la représentation masculine-féminine. Je réagirai surtout sur le deuxième aspect de vos questions, parce que bon, le premier, évidemment, indépendance financière, enfin, quand je parle de féminisation du monde social, c'est à ça que je renvoie. Ce que vous dites à propos de ces femmes qui font des enfants de plus en plus tard et de ces problèmes de fécondité croissant est un point important, parce que j'ai pu observer toujours dans cette enquête que je mène auprès des jeunes gens, et c'était vraiment une surprise, que les jeunes femmes ne sont pas tellement plus conscientes que leurs aînés justement des données concrètes de la fécondité et de la baisse exponentielle de celle-ci, en gros, enfin de façon, voilà, entre 25 et 40 ans. Et ce qui est un peu paradoxal et compliqué, c'est que alors même que elles sont nourries dans l'idée donc d'une maîtrise de la procréation, d'une maîtrise qui va jusqu'à leur faire, j'allais dire miroiter, mais c'est un peu ça, la possibilité de réserver ces ovocytes en bonne santé et sains pour le moment où, quand elles auront ou le temps ou le compagnon, elles pourront faire un enfant. Les jeunes femmes, parfois, nourrissent une sorte de fantasme de la toute-puissance procréatrice, s'imaginant que le jour où elles en voudront, elles en auront, puisqu'aujourd'hui, vouloir un enfant, ça doit être pouvoir l'avoir. Et je suis un peu inquiète, comme vous, effectivement, sur ce que psychiquement cela peut donner dans quelques années pour ces jeunes femmes qui vont se retrouver en fin de trentaine à s'imaginer tout d'un coup que maintenant que c'est le moment, ça va pouvoir se faire et que ça ne sera pas si simple que ça. Donc c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème. Ça fait partie là aussi des évolutions qui induisent des malaises et des réflexions nécessaires. Et ce qui me soucie un peu, c'est que je ne suis pas certaine que les jeunes générations soient tellement consciente de cela. C'est-à-dire que quand je dis à une jeune fille que à 25 ans, qui est disons le top de la fécondité féminine, elle a une chance sur 4 par cycle d'avoir un enfant, donc déjà c'est bon, 25%, et que ce taux tombe à 12% à 35 ans et à 6% à 40 ans, elle me regarde avec des yeux ronds comme si elle découvrait tout d'un coup quelque chose, voilà, dont elle n'avait aucune idée. Le temps physiologique, voilà, la science fait des progrès, mais il reste des inconvénients. Bonsoir. Alors, merci pour votre discours. Merci. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes pour une émancipation sociale de la femme, mais pas pour une désexualisation, dans le sens une mise à égalité du corps masculin et du corps féminin. Non ? C'est pas en ces termes, et les termes en la matière sont très importants. Mais je vous laisse. Du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez du mouvement qui s'appelle Free the Nipple, c'est-à-dire la libération pour la femme, l'autorisation pour la femme de montrer ses seins sans qu'il y ait de dimension sexuelle à ça, c'est-à-dire de la même façon que les hommes peuvent se promener torse nu. Quoi. Okay. Et du coup, est-ce que vous voyez ça comme est-ce que vous voyez ça comme un rejet du genre ou du sexe plutôt qu'une émancipation justement des clichés de la féminité, c'est-à-dire le rôle de mère et la réduction à un objet sexuel ? Oui. Alors oui, je suis pour l'émancipation sociale des femmes, c'est-à-dire que je suis féministe, donc je suis... Enfin, j'allais dire comment être contre, enfin voilà. Mais en revanche, je ne suis pas contre quoi que ce soit. Je dis simplement qu'il se trouve que pour émanciper que nous soyons, ou de plus en plus, nous demeurons néanmoins incarnés et sexués, et que, par exemple, puisque vous êtes une jeune femme, excusez-moi, puisque vous êtes une jeune femme, ça me frappe souvent d'entendre, parce que j'en parle avec mes étudiantes, des jeunes filles qui disent je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais attention, je ne suis pas féministe. Je dis, mais c'est bizarre, c'est contradictoire. Pourquoi ? Parce que j'ai bien repéré que le féminisme porte une certaine responsabilité dans le fait que certaines jeunes femmes en tout cas ne se reconnaissent pas dans ce féminisme. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles elles ne se reconnaissent pas toujours, c'est précisément parce que ce féminisme leur tend, alors bon, la formule est peut-être un peu facile, mais leur tend un miroir dans lequel on leur demande de ne pas se mirer précisément. C'est-à-dire que justement sur ce terrain de la corporéité, parce que
voilà, toute jeune fille entre 15 et 25 ans est à peu près obsédée quotidiennement par des thématiques qui ont à voir avec son corps, et que si le féminisme ne s'empare pas de ces questions, eh bien justement, il détourne de lui les jeunes femmes. Alors, libérer les seins ou faire comme, alors je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais Kim Kardashian qui se prend des selfies torse nu en les assortissant d'un message féministe. Ou, autre exemple un peu dans le même mouvance, les Femen. Je suis un peu dubitative parce que j'ai quand même du mal. Alors, est-ce que les seins sont à ce point asexués que nous le prétendent ces jeunes femmes? J'en suis pas convaincue. Parce qu'il se trouve tout simplement que c'est une zone érogène. Alors, vous allez me dire peut-être les tétons masculins aussi. Enfin, disons que la poitrine féminine, depuis l'aube des temps, c'est quand même un organe, si je puis dire, éminemment érotique. Et donc, pour prétendre au motif d'une égalité des corps que être seins nus c'est comme être torse nu, moi j'avoue que j'ai un petit peu du mal à suivre, et surtout ce qui me dérange le plus c'est quand ça donne des trucs à la Kardashian, c'est-à-dire une espèce de pseudo-féminisme avec cette idée que je suis fière de mon corps et de ma sexualité, donc je la montre et donc je suis super féministe. C'est un peu se moquer du monde. Je crois que c'est une forme de récupération. Il y a une sorte de féminisme pop aujourd'hui, c'est bien de s'affirmer comme tel. Alors, il y a des postures qui sont sincères, comme celle, peut-être, je pense, d'Emma Watson et de ses discours à l'ONU. Il y a des choses comme ça qui me paraissent moins évidentes. Quant aux Femen, dans le même genre, je trouve ça... là, j'avoue, pour le coup, j'ai du mal à suivre parce que j'ai du mal à repérer vraiment quelles sont leurs revendications précises. Et j'ai du mal aussi à les penser vraiment totalement affranchis vis-à-vis notamment de la personne qui est un homme, en l'occurrence, qui est à l'origine de ce mouvement. Et voilà, que je trouve... Je ne crois pas que les femmes aient besoin de se mettre à nu pour parler de leur corps de façon décomplexée. Je préfère de beaucoup que les femmes et que les jeunes femmes acceptent, comme elles le font d'ailleurs de plus en plus, de parler de règles. Alors, vous avez remarqué comme moi à quel point ces sujets justement devenaient vivaces dans le débat public, la question sur la taxation des produits hygiéniques, le débat tout à fait récent sur l'endométriose. Voilà, j'observe, mais ça ne m'étonne pas et j'en suis ravie que... Bon. Autre grand sujet complètement tabou, le plaisir féminin. J'attends le moment où les féministes vont s'emparer de cette question aussi. La sexualité féminine, on n'en parle quasiment pas. C'est vraiment... Pas beaucoup non plus la sexualité masculine non plus. Mais bon. Je voulais vous poser une autre question. On observe un petit peu dans la vie sociale qui se développe beaucoup plus de présence de femmes que d'hommes en général. Ça vous inquiète ? Je trouve, oui. Oui. Beaucoup plus. Ça vous fait peur ? Et donc, c'est très intéressant, sauf quand on pose cette question aux femmes qui viennent dans ces soirées, dans ces cours de yoga, dans ces ateliers d'écriture, dans ces conférences, pourquoi pas. On leur demande, mais comment expliquez-vous qu'il y a quand même beaucoup plus souvent des femmes que des hommes dans cette vie sociale-là ? Il n'y a pas de réponse. Alors, j'aimerais bien savoir si vous avez une idée là-dessus. Vous voulez dire beaucoup plus de femmes dans les activités de loisirs culturelles, choses comme ça ? Oui. Je vous laisse en déduire vous-même les conclusions. Il y a une féminité. On a beaucoup parlé de mutation anthropologique et du sujet, mais on n'a pas parlé de la parité. Et c'est vrai que c'est un thème qui est un petit peu moins d'actualité aujourd'hui qu'hier, mais on observe par exemple dans mon domaine, à l'université, dans la fac de droit, il y a une féminisation croissante des effectifs à la fac de droit, également à l'école nationale de la magistrature. Mais moi, je voulais simplement rebondir sur la question de monsieur. Qu'est-ce que vous pensez du principe de parité ? Est-ce que ça va pas à l'encontre du mérite républicain qui s'inscrit dans une logique universaliste ? Alors je sais bien que c'est plus d'actualité maintenant, mais ça l'a été il y a plus de 10 ans. Bien sûr que et quand ça a été introduit dans la Constitution, ça avait fait un grand chambardement, c'était l'opposition entre, d'un côté, Elisabeth Badinter qui était contre au nom d'une interprétation générale et abstraite du principe d'égalité, et puis de l'autre, Agazinski, Viviane Agazinski, qui était pour la parité est toujours d'actualité. Moi, j'en pense du bien de la parité. J'en pense du bien parce que, pour avoir travaillé de très près sur le terrain politique, j'ai fait une enquête auprès des femmes politiques il y a 2-3 ans. J'ai pu observer à quel point la parité était nécessaire, non seulement, évidemment, pour permettre de réduire
ce phénomène de sous-féminisation de la vie politique, et sous-féminisation au poste de pouvoir, parce que vous évoquez la féminisation du droit. Si on regarde les postes de professeurs en non, pas droit, des professeurs. Bah, oui. voilà. Donc, des magistrats. Oui, mais voilà. Donc, mais ça viendra. Les mesures paritaires me semblent très utiles. Elles permettent simplement d'accélérer une tendance qui, si on la laissait se développer d'elle-même, nous entraînerait à des décennies devant nous avant d'arriver à une véritable égalité des hommes et des femmes dans toutes les sphères. Je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il est temps. Merci beaucoup Camille Fradvo-Métry. Merci également Alexandre Viala.